Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'épisode suivant, votre émission sur Tech & Co dédiée au streaming et à l'actu des séries. Et vous le voyez autour de moi, pour ceux qui nous regardent en vidéo, on est encore à Lille, voilà c'est la grande place de Lille derrière moi. On n'a pas voulu revenir tout de suite à Paris, pourquoi? Parce qu'on a croisé des gens hyper intéressants dans les allées du festival, des gens qui nous ont donné une autre idée d'émission, des gens qui nous ont parlé d'intelligence artificielle. Et oui, l'IA, elle est partout, ça y est, c'est la révolution, on est quelques semaines seulement après le sommet de l'IA à Paris. On a vu à quel point l'IA rentrait dans nos vies, elle peut écrire des textes, elle peut générer des images, elle peut créer de la vidéo même maintenant. Et forcément, ça aura un impact sur le monde des séries, puisque peut-être que demain, si on réfléchit un tout petit peu à 2-3 ans, nos séries préférées, elles sont peut-être écrites par l'IA, réalisées par l'IA, doublées par l'IA si elles sont en anglais ou dans une autre langue. Et tout ça, est-ce que c'est inquiétant? Peut-être. Est-ce que c'est un tournant technologique révolutionnaire? Peut-être aussi. Reste que c'est un débat qui agite beaucoup l'industrie en ce moment. Pour répondre un peu à toutes ces questions et vous décrypter les enjeux, j'ai trouvé des personnes bien plus intéressantes que moi pour vous l'expliquer. Ce sont deux femmes passionnantes qui vont répondre à mes questions. Je vous tease un tout petit peu la première avant d'aller les retrouver. C'est peut-être tout simplement la plus grande figure de l'IA en France aujourd'hui. Elle nous attend, c'est parti. Voilà, je vous avais promis une figure de l'IA pour démarrer cette émission. Je ne vous ai pas menti puisque je suis en compagnie d'Anne Bouvreau. Bonjour Anne. Bonjour. Merci de nous accorder un petit peu de temps. Vous êtes ingénieure et chercheuse en intelligence artificielle, spécialiste du sujet. Vous avez coprésidé la commission qui, on peut le dire, a un peu établi la feuille de route de la France en matière d'IA. Vous avez aussi organisé très récemment le sommet le sommet mondial d'action pour l'intelligence artificielle qui s'est tenu à Paris, grand événement qui a rassemblé vraiment toutes les figures des entreprises, les chefs d'État, etc., pour essayer d'encadrer les usages de l'intelligence artificielle dans tous les domaines. Et il se trouve qu'en plus de tout ça, vous avez encore un peu de temps visiblement à disposition puisque vous êtes présidente du festival Sérimania depuis 2 ans. Alors j'ai un peu envie de vous demander pour commencer, qu'est-ce qui vous a amené à devenir la présidente de Sérimania? Eh bien sûr, donc vous l'avez rappelé, mon parcours c'est dans les technologies, mais en même temps j'aime beaucoup la création, les images, les imaginaires. Donc présider le festival Sérimania, c'est une super opportunité et ça me permet de promouvoir les talents, des histoires captivantes et puis d'apporter mon expérience technologique. Donc c'est une chance et un plaisir. Je le disais, vous avez donc organisé le sommet de l'IA qui s'est tenu à Paris il y a à peine plus d'un mois. Là, vous êtes à Sérimania. Est-ce que vous faites un pont entre ces deux événements? Alors bien sûr, ce sont deux événements très différents, mais en même temps, quand on regarde les parallèles ou les choses en commun, en fait, chaque fois qu'on fait un événement, on a cette capacité autour d'un thème de rassembler des personnes qui s'y intéressent et qui viennent d'horizons différents. Et donc ça permet des rencontres, ça permet des collaborations, ça permet de faire naître des projets. Après, le fait d'avoir une date, un jalon comme ça, ça donne un objectif pour faire des annonces, pour se dire cette série, il faut que je la présente à Sérimania ou des choses comme ça. Donc, le fait d'avoir une date, c'est quelque chose qui marche bien. Et puis aussi, il y a le fait que dans les deux cas, on est dans des projets d'ouverture sur le monde, la France, l'Europe, le monde, les regards différents que chacun peut apporter. Et c'est sûr qu'en ce moment, on en a vraiment besoin. L'année dernière, il y avait déjà des discussions sur l'IA à Sérimania. On était un peu, je ne vais pas dire au début, parce qu'il y avait déjà, l'IA générative avait déjà fait beaucoup sa place, mais depuis, elle a beaucoup progressé. Chaque semaine, elle progresse, ce que nous disaient des intervenants qu'on a pu avoir ici. Comment vous concevez le lien entre l'IA et les séries, puisqu'on est, mais on va dire l'audiovisuel au sens large, où en est-on aujourd'hui? Alors en fait, il y a des choses dans les deux sens. Je vais peut-être commencer par dire que les séries et les films et l'audiovisuel, en fait, regardent le sujet de l'IA, souvent de manière critique ou de manière exploratoire, et c'est très bien. On peut citer par exemple la série Black Mirror, qui regarde le numérique en général et parfois l'IA en particulier. On peut citer le problème à trois corps qui a été montré ici l'an dernier, le tout début, où il y a une IA extraterrestre qui surveille les humains. On peut citer Rematch, le deuxième match entre Garry Kasparov et Deep Blue. Donc il y a un certain nombre d'endroits ou de moments où les séries regardent l'intelligence artificielle et nous permettent d'y réfléchir. Et puis aussi, bien sûr, l'intelligence artificielle, ce sont des outils qui permettent de créer différemment, de manière plus efficace et rapide. Et ça fait partie des choses où l'IA bouleverse un peu et en tout cas change les métiers de la création. Vous qui manipulez tous ces outils d'IA au quotidien, qu'est-ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui quand on se réfère au métier de l'audiovisuel, des séries? Qu'est-ce que l'IA aujourd'hui peut apporter à ces métiers concrètement?
Alors, on a toujours un peu tendance à avoir peur des choses qu'on ne connaît pas, mais il y a déjà beaucoup d'IA qui est utilisée, par exemple pour l'indexation des vidéos, par exemple, et la recherche des vidéos, c'est utilisé de manière générale pour le sous-titrage dans plein de langues, pour le fait de pouvoir avoir un captage audio et puis une transcription audio d'un podcast, par exemple. Donc, il y a plein d'endroits où c'est utilisé. Et ça, je pense qu'on s'y est habitué. Là où on est plus bluffé et où on est plus inquiet, c'est de la génération d'images et d'autres domaines. Mais ça, c'est un des domaines qui interpelle beaucoup. Et là-dessus, je pense que c'est bien de regarder plus concrètement ce que ça permet de faire. On a, lors du week-end culturel du Sommet IA, montré des courts-métrages générés grâce à l'IA. C'est une initiative de MK2 et de Artefact. Donc, ce sont des courts-métrages de 4 minutes. Quand on regarde ceux qui ont été primés, donc les meilleurs courts-métrages, on se dit c'est sympa. Et puis on se dit, bah ouais, c'est très très largement perfectible. Donc en fait, c'est quelque part, ça rassure, ça permet de voir où en est la technologie et qu'est-ce qu'elle n'est pas encore capable de faire. On l'a vu, le sujet de l'IA, il a aussi fait irruption dans le monde de l'audiovisuel et du cinéma pendant la grève à Hollywood. C'était une des revendications des grévistes d'avoir un cadre, une garantie que l'IA n'allait pas détruire des emplois, qu'elle n'allait pas piller les propriétés intellectuelles ou les droits d'auteur des uns et des autres. Est-ce que ces inquiétudes, elles sont fondées malgré tout? Vous dites qu'il ne faut pas avoir peur de ce qu'on ne connaît pas. Est-ce qu'il faut quand même aussi avoir un peu d'inquiétude de temps en temps? Ah oui, mais alors là, complètement, hein. Il faut bien sûr avoir les yeux grands ouverts et puis agir dans ce développement de l'intelligence artificielle parce que l'intelligence artificielle va aider à automatiser un certain nombre de tâches. Donc, ces gains de productivité, ça va soit amener des réductions de coûts et des productions faites moins chères, soit amener un réinvestissement dans la création. Et en fait, je pense qu'on va avoir les deux. Donc, on va avoir à la fois une démocratisation de la création avec un téléphone mobile et quelques logiciels. On va pouvoir faire sa propre série soi-même. Il y en aura des excellentes et puis il y en aura qui seront juste sympas. Et puis en même temps, on va pouvoir aussi se concentrer sur la partie vraiment créative d'un certain nombre d'œuvres. Donc, il faut apprendre à se servir de ces outils. Il faut expérimenter. Il faut aussi un dialogue social parce que ça va changer la manière dont les différents corps de métier travaillent les uns avec les autres. Comment est-ce qu'on peut encadrer ces pratiques justement? Puisqu'il va falloir à un moment mettre des textes, je pense, enfin, ou j'imagine que ça va passer par ça, des textes peut-être sectoriels, notamment peut-être dans les séries. Est-ce que c'est possible d'encadrer l'usage de l'IA déjà? Alors, il y a des choses, bien sûr, qu'il faut encadrer. Dans le domaine du droit d'auteur, il y a par exemple la possibilité de dire je ne veux pas que mon œuvre soit utilisée par de l'intelligence artificielle. Et ça, c'est normal que ça existe. Après, il y a une partie des actions qui seront plutôt des actions des acteurs de la profession, des professionnels qui ont besoin de se former, d'expérimenter, d'apprendre à s'en servir, de créer des plateformes, de créer des modes de collaboration. Donc autant il faut s'attendre à un certain degré d'encadrement, autant il ne faut surtout pas se dire que c'est ça qui va tout résoudre. Vraiment, mon message, vous m'avez entendu le dire plusieurs fois, c'est se former, se former, se former. Est-ce qu'il y aura des emplois qui vont être perdus? C'est un peu ça la question aussi centrale, mais dans tous les secteurs, hein, pas forcément que dans l'audiovisuel. Est-ce qu'il y aura des emplois qui vont forcément être perdus dans cette histoire ou est-ce qu'on est sur une transformation? Alors en fait, on a fait des études dans le cadre de la commission IA, pas spécifiquement sur le secteur créatif, mais plus largement, montrant que l'adoption de l'IA, en fait, ça amène plutôt les organisations qui s'en servent à être mieux positionnées sur la chaîne de valeur, mais que ce n'est pas toujours les mêmes métiers. Donc effectivement, il y a des métiers qui disparaissent, il y a aussi des métiers qui se créent, qu'on connaît moins parce que ce sont des métiers nouveaux. Et puis, il y a surtout 70-80% des métiers, donc la grande majorité, qui se transforment. C'est pour ça que l'objectif, c'est vraiment d'apprendre à se servir de ces outils, de comprendre comment ça change la répartition des rôles au sein d'une équipe et de faire en sorte de s'en servir le mieux possible. Les gens dont le métier est plutôt en train de disparaître, il faut qu'ils apprennent d'autres métiers. Il faut aussi apprendre les nouveaux métiers qui sont en train de se créer. Et puis, il faut apprendre à faire son travail différemment. Aujourd'hui, quand on parle IA, je pense que beaucoup de gens ont en tête ChatGPT, les IA génératives un peu dont on entend parler un peu tous les jours, ce que fait Google, ce que font tous les grands acteurs de la tech, en France aussi, hein, avec Mistral par exemple. Euh, Est-ce que c'est... On discutait avec des acteurs, notamment de l'audiovisuel, qui nous disent le risque avec ces acteurs, c'est que si on leur donne des données sur notre processus créatif, si on leur donne des idées, etc., on ne sait pas où elles vont finir. Il y a une opacité sur les données qu'on rentre dans ces machines. Est-ce qu'il faut des outils spécifiques à ce secteur, par exemple?
Alors oui, et je pense de plus en plus, il y aura des outils spécifiques à ce secteur. D'ailleurs, les outils existants qu'on utilise en post-production ou pour les jeux vidéo ou pour les effets spéciaux, en fait, sont des outils qui déjà utilisent un peu d'IA et vont en utiliser de plus en plus. Et c'est important, effectivement, qu'il y ait des choses qui soient plus spécifiques. C'est important aussi qu'il y ait des gens qui développent ces outils-là en France et en Europe, des gens de la profession ou des gens qui sont spécialisés en IA avec des gens du monde de la création pour justement faire des choses qui soient plus pertinentes et qu'on comprenne mieux. Si on se projette, alors je ne sais pas l'échelle, peut-être 2 ans, 5 ans, 10 ans, est-ce que vous imaginez des séries entièrement réalisées, jouées, voicées par l'IA? Alors je pense que ça peut exister, il n'y a pas de raison que ça n'existe pas, même si aujourd'hui il y a des limitations techniques, hein. Mais je pense que le degré de créativité sera très décevant. Ça peut être des séries d'ascenseurs, enfin des choses qui sont très très prédictibles et qui reprennent des choses qui ont déjà été faites. Par contre, ce qu'on verra, ce sont des séries faites avec l'IA, avec des tas d'itérations, avec des outils et avec des créateurs, des créatrices qui vont utiliser ces outils. Ça, oui, absolument. Ce que vous nous dites quand même, et c'est intéressant, c'est qu'aujourd'hui l'IA, elle n'a pas la créativité humaine. Non, je l'ai dit d'ailleurs dans mon discours de la cérémonie d'ouverture. Pour moi, l'IA, ce sont comme des pinceaux intelligents. Il y a toujours besoin d'une main et d'un esprit qui guide ces pinceaux. Ça permet de faire des très belles choses. Des pinceaux intelligents, voilà, on va garder ça comme mot de la fin. Merci beaucoup Anne Bouvreau. Merci beaucoup. On va aller voir nous du côté de chez TF1, comment ils se servent de ces pinceaux intelligents justement. Et pour continuer à parler de l'arrivée de l'IA dans le monde des séries, je suis en compagnie de Marianne Carpentier. Bonjour Marianne. Bonjour Clément. Alors Marianne, vous êtes la directrice du développement des technologies émergentes dans le groupe TF1. Alors déjà peut-être nous expliquer ce que recouvre ce terme de technologie émergente. Toutes les technologies qui existent aujourd'hui et qui n'existent pas encore, qui permettent de réinventer, renouveler, améliorer nos process de création et de production et de distribution de programmes et de contenus aujourd'hui. Quelle place occupe l'intelligence artificielle dans cette réflexion sur les technologies émergentes? D'abord, c'est une technologie. Ensuite, ça dépend vraiment de types de contenu dont on parle. Donc, il y a quand même deux choses très, très différentes. Il y a la manière dont on est amené dans le groupe TF1 à raconter le réel. Donc là, on touche à l'information principalement et le documentaire. Et donc là, on a un positionnement très ferme avec une charte qui a été signée avec les représentants des journalistes sur la transparence complète et le fait que toutes les informations soient vérifiées sur les contenus sur lesquels il pourrait y avoir de l'intelligence artificielle. Ça, c'est vraiment quelque chose de très spécifique. Et sur la partie fiction, donc les contenus plus créatifs qu'on peut être amené à produire, là, on a une autre approche qui est plus ouverte, mais qui est quand même aujourd'hui, c'est pas vraiment la technologie qui est le sujet, c'est plutôt la manière dont on va réinventer et mettre en place des règles de partage de la valeur ou de création de valeur. Et donc là, j'aborde direct le sujet des droits d'auteur, Ouais. de l'usage de nos données, des droits à la propriété. Et ça, c'est un sujet qu'on prend vraiment à pleine main. C'est très complexe et on essaye. Moi, j'ai bon espoir qu'on arrive à trouver des solutions qui satisfassent tout le monde. Est-ce qu'aujourd'hui, si les gens qui regardent TF1, est-ce qu'il y a déjà des contenus où l'IA a été utilisée pour les créer ou les produire en partie? Alors oui, mais il y a très peu que vous pouvez voir à l'écran. Mais par exemple, dans le 20h, Yannick Ezard, qui est le journaliste en charge de l'innovation de l'information, a fait un petit test justement pour éduquer les téléspectateurs aux dangers que peuvent représenter les deepfakes. Il s'est morphé en Gilles Boulot. Donc ça, on a utilisé de l'IA pour faire ça. Et donc il a utilisé sa voix aussi. Donc, et oui, ça a été montré. Principalement, aujourd'hui, on s'en sert quand même beaucoup, et c'était mon positionnement dès le départ, pour concevoir nos projets et pour les marketer. Donc, c'est plutôt en amont de la fabrication qu'on utilise de l'intelligence artificielle pour fabriquer des trailers, des bandes annonces qui nous permettent de financer nos projets. Et ça, vraiment, ça fait 2 ans déjà que l'équipe innovation de Studio TF1 travaille avec les producteurs et le marketing pour créer et concevoir ces outils marketing à destination des producteurs. Après, dans la fabrication concrète
non, aujourd'hui, on ne peut pas le faire parce qu'on a ces questionnements sur le droit à la propriété, les droits d'auteur, les données d'entraînement des outils qui sont aujourd'hui les plus performants. On a une opacité totale, donc on ne peut pas faire ça. Donc on est un peu coincé. Moi, j'ai bon espoir que ça se décoince et qu'on arrive à faire des choses. Mais Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, une fiction de TF1, par exemple, on ne peut pas aujourd'hui avoir recours, je sais pas, à une IA générative pour aider à générer le script, à s'aider à concevoir des personnages, ce genre de choses pour vous, ça c'est non aujourd'hui? Alors, générer un script, faut faire très attention à ce qu'on dit. Est-ce que les auteurs utilisent des outils d'IA? Oui, Ok. on le sait. Mhm. Mais par exemple, je vais citer un exemple, ils n'écrivent pas leur script avec. Mais on a des auteurs qui se sont créés des chatbots. Il y en a un qui a créé un chatbot maléfique pour contredire toutes ses idées, par exemple. Je trouve ça génial. Ça le challenge. En fait, ça challenge sa créativité. Ils discutent avec et donc ça leur permet de trouver des idées. Mais ça reste des auteurs qui écrivent des textes. Donc oui, c'est utilisé, mais attention, encore une fois, c'est pas une machine qui écrit un script tout seul. Après, au sein de production, à l'écran, vous pouvez voir des images qui sont générées avec de l'intelligence artificielle, mais depuis longtemps déjà, dans les effets spéciaux, pour faire du rajeunissement, c'est utilisé. Donc oui, il y en a. Ça dépend vraiment de ce qu'on entend par là. Est-ce qu'on fabrique des séquences entières de 3 minutes en intelligence artificielle? Non. Aujourd'hui, c'est non. Demain, probablement que oui. C'est-à-dire à l'avenir, vous voyez ça évoluer comment? Il est inévitable que l'IA demain prenne de plus en plus de place? Oui, oui, oui. Donc ce qu'il faut vraiment faire, encore une fois, c'est vraiment bien cadrer. Et non pas la technologie, mais plutôt la valeur qu'elle va permettre de générer, cadrer et la redistribuer aussi. Donc protéger la création française, protéger nos auteurs, artistes, interprètes, protéger toutes ces personnes-là qui sont des créateurs et partager la valeur avec eux comme on l'a toujours fait dans notre pays. Donc c'est pas un petit sujet, hein. Et donc, mais oui, l'intelligence artificielle, c'est une technologie qui nous permet de travailler plus vite, moins cher. Donc évidemment qu'elle va être mise partout. On est ici à Cérémania, c'est l'occasion de rencontrer plein de gens du monde entier, du milieu de l'audiovisuel. Est-ce que l'IA, ça fait partie des discussions que vous avez ici avec les gens? Est-ce que c'est un sujet que vous abordez avec vos homologues, par exemple, d'autres studios, d'autres chaînes de télé? Oui, alors les médias, les grands groupes médias, c'est un sujet qui est porté au sein de l'AFA, par exemple. Donc oui, c'est le cas. Et au sein des différents studios, oui, évidemment que tout le monde se pose la question de qu'est-ce qu'on peut faire exactement avec, jusqu'où on va, est-ce qu'on est autorisé à faire ça ou pas. Et donc oui, c'est bien qu'on arrive à se coordonner ensemble et qu'on ait un positionnement européen sur ce point-là. Qu'on soit en phase avec l'AI Act européen, qu'on soit en phase et porteur en France aussi un peu de ce sujet-là et de comment on le cadre pour pas laisser faire des choses par d'autres pays qui se posent moins ce genre de questions. Pensez aux États-Unis, par exemple. J'ai rien dit. Pas seulement. Si seulement il y avait que les US. Non, il y en a d'autres qui avancent très vite sur ces sujets et qui ne se posent pas forcément ce type de questions. Donc oui, moi j'ai bon espoir qu'on arrive à rédiger, à poser quelque chose qui puisse fonctionner et qui puisse être générateur de valeur pour tout le monde. Mais d'où l'importance quand même d'avancer malgré tout, puisque sinon on rate le train. Évidemment, et c'est même pas un train, c'est une fusée, quoi. Donc ça part tellement vite que là, il y a un nouveau mot qui est arrivé qui s'appelle le FOMA, la Fear of Missing Anything. Ouais. Bah oui, c'est très angoissant. Toutes les semaines, il y a 4 nouvelles intelligences artificielles génératives qui arrivent sur le marché et qui sont géniales et qui font encore mieux aujourd'hui que ce qui était fait hier. Donc, il faut, nous humains, on doit apprendre à se servir de ces outils et on ne peut pas attendre que ce soit régulé pour se former à voir comment est-ce que ça fait de travailler avec une machine en plus de travailler avec des humains. Donc il faut qu'on avance, il faut qu'on comprenne comment ça marche, comment ça s'imbrique dans nos workflows de travail aussi, comment ça les change. Et j'ai entendu une interview d'un start-upper ce matin qui était vachement intéressante, qui disait le débat, c'est pas du tout la techno, c'est ce qu'on en fait, et donc là les réglementations, et deux, comment on va accompagner ce changement, parce que oui, dépendant des populations, tous les métiers sont impactés. Et dépendant des populations, de l'âge, mais des métiers aussi, il y a des impacts plus ou moins forts et perturbants. Donc, il faut faire ce travail-là. Donc, il faut faire de la formation, il faut faire de la prise en main, il faut mener plus que des tests, vraiment regarder à quoi ça peut nous servir, où est-ce que ça peut être intéressant.
apprendre donc à apprivoiser l'IA avant qu'elle ne nous échappe, ou en tout cas qu'on ne puisse plus la contrôler ou qu'on ait raté la fameuse fusée dont vous parlez. Merci beaucoup Marianne Carpentier pour votre temps. Et nous, on va continuer cette émission consacrée à l'IA dans les séries. Je vais aller chercher dans les allées du salon Charles Martin, il est journaliste à Première. Il va nous dire un peu comment lui, qui voit beaucoup de séries tous les jours, eh bien, il voit cette IA arriver. Est-ce qu'il en a peur? Est-ce que ça l'intéresse de voir des séries créées peut-être un jour par l'IA? On va lui poser toutes les questions. Et on va donc terminer cette émission avec Charles Martin. Salut Charles. Salut Clément. Journaliste à Première, habitué d'épisodes suivants. On t'a retrouvé dans le festival, tu es à Sérimania tous les ans quasiment pour couvrir l'actu des séries. On voulait parler un peu d'IA avec toi Charles, puisque c'est le thème de cette émission. On a eu Anne Bouvreau, donc la présidente de Sérimania. On a eu Marianne Carpentier qui dirige le pôle technologie émergente de TF1, qui toutes les deux sont plutôt pour un cadre pour l'IA dans le monde de l'audiovisuel. On ne va pas commencer à faire n'importe quoi. Mais voilà, l'IA, elle est là, elle est déjà dans ce monde des séries qui nous concerne aujourd'hui. Si je te dis là qu'il y a une série qui est projetée dans 1 heure à Sérimania, qui est entièrement faite par l'IA, est-ce que ça t'intéresse d'aller la voir? Ah, ça m'intéresse à titre de curiosité déjà, si tu veux, parce que c'est quand même un nouveau modèle qui est en train de se développer et par simple curiosité, j'aurais envie de la voir. Après, une série entièrement développée par l'IA, il faut voir ce que ça veut dire derrière, c'est-à-dire avec quoi on a nourri l'IA, d'où vient le scénario, qui est derrière, parce que l'IA toute seule ne fait pas les choses toute seule, c'est des gens derrière qui nourrissent les IA. C'est quoi ta position un peu sur l'IA justement dans la création artistique, audiovisuelle, etc. Est-ce que tu es plutôt méfiant sur ce que ça peut apporter ou au contraire tu es plutôt dans le camp des gens qui disent que c'est quand même une technologie qui va apporter beaucoup de choses, beaucoup de moyens, beaucoup de temps gagné, ce genre de choses? C'est forcément les deux, c'est-à-dire qu'évidemment qu'il y a une méfiance parce que l'outil est encore inconnu, mal maîtrisé, et donc pas faire n'importe quoi avec, et elle commence déjà à faire un peu n'importe quoi avec. Maintenant, ça reste un outil qui, à mon avis, peut apporter beaucoup aussi à l'audiovisuel. Les Russo en parlaient d'ailleurs à propos d'Avengers récemment. Ils disaient il n'y a aucune raison qu'on se prive de faire le prochain Avengers avec l'IA. Comme les écrans verts et le CGI il y a 25 ans, tout le monde en avait peur. Aujourd'hui, tout le monde les utilise. C'est des outils sur lesquels on doit s'appuyer. C'est ce qu'ils disaient. Je pense qu'ils ont raison. C'est des outils avec lesquels les productions vont s'appuyer, sur lesquels les productions vont s'appuyer. Aujourd'hui, on en est où? C'est-à-dire qu'effectivement, les effets spéciaux, par exemple, c'est évident que l'IA, elle y est déjà, on en a parlé dans l'émission. C'est le premier truc qui est affecté, tout ce qui est évidemment création de VFX, fond vert et tout ça. En termes d'écriture, en termes de réalisation, est-ce que l'IA aujourd'hui, dans ce que toi tu peux voir dans ton travail au quotidien, dans les films, les séries que tu vois, est-ce que l'IA peut aller aussi loin que la réalisation ou l'écriture aujourd'hui? Pour l'instant, je ne crois pas. Dans l'écriture, probablement que ça peut être un outil de soutien. Encore une fois, on parle d'outils, c'est-à-dire un moyen d'aider à accélérer le processus d'écriture. De là à écrire un script de A à Z, je ne crois pas que ce soit encore possible, en tout cas un script correct. Dans la réalisation, c'est pareil, je pense que c'est plus un outil de logistique sur lequel s'appuyer, plus qu'un outil artistique, tu vois. Est-ce qu'il y a déjà des studios, ou aux États-Unis, je pense principalement, parce que c'est eux qui dérégulent le plus sur l'IA, qui sont déjà dans une logique de dire nous, on assume, on fait des films ou des séries avec de l'IA? Alors oui, il y a un studio qui a été créé qui s'appelle Staircase Productions, qui a été créé récemment et qui lui assume complètement l'IA et dit, il parle de ce postulat-là, il dit il y a plein de scénarios à Hollywood qui ne sont pas faits, qui ne sont pas pris par les studios. Et donc nous, on peut les utiliser et les nourrir une IA pour faire des films avec. Donc ils vont plus loin que l'écriture de script. Eux, ils font des films. Ils ont un premier film qui s'appelle The Woman with the Red Hair, qui est un film de Seconde Guerre mondiale qui doit sortir dans les prochains mois. Ils ont montré une bande-annonce déjà qui est assez impressionnante, il faut reconnaître, donc qui est entièrement réalisée en IA, donc avec des faux acteurs et des fausses actrices réelles à l'écran, qui sont plutôt bien faits. Alors on voit dans la vidéo que c'est quand même généré par ordinateur et que c'est pas naturel, mais il n'empêche que c'est assez bluffant. Et sur le principe de dire voilà, il y a plein d'histoires qui méritent d'être racontées et qui ne sont pas prises et qui là seront portées à l'écran via l'IA, je veux dire pourquoi pas, dans la mesure où ça respecte les ayants droit, où ça respecte des choses bien précises, ouais, pourquoi pas. On voit quand même que, voilà, tu dis, il y a déjà des avancées qui sont quand même assez impressionnantes, hein, les images de cette bande-annonce, on voit quand même que c'est l'IA, mais pourquoi pas regarder ce film? Après tout, il n'a pas l'air mal fait, il n'a pas l'air horrible. On a quand même vu, il y a eu la grève il y a 2 ans à Hollywood. On a vu que l'IA, c'est quand même une préoccupation majeure pour les scénaristes, pour les acteurs. Il y a des acteurs qui commencent déjà à dire quand je vais mourir, je ne veux pas que ma voix ou mon image soit utilisée par l'IA.
il va y avoir des problématiques humaines quand même à un moment. Oui, mais c'est vraiment la question principale. Enfin, je parlais d'ayant droit, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'à un moment, on ne peut pas piller la créativité des gens, des artistes, pour dire généralement, que ce soit les auteurs ou les voix, etc. Donc, il est évidemment pas pensable de reproduire des voix par IA sans l'accord des gens concernés. Ça paraît pas possible. Il paraît pas non plus pensable d'aller piller des idées pour nourrir des IA sans rémunérer les scénaristes qui vont avec. Tout ça, c'est un business model qui va se mettre en place, ça va prendre un peu de temps. Je ne crois pas qu'être dans l'opposition totale serve à grand-chose parce que de toute façon, le train, il va partir. Donc, vaut mieux monter dedans et essayer de le réguler plutôt que de le laisser partir en râlant sur le côté. Voilà, c'est un peu le leitmotiv de cette émission que vous avez pu regarder depuis le début avec nous, c'est voilà, il faut monter dans ce train. De toute façon, on n'a plus le choix. Le train, il est parti. La fusée, même disait Marianne Carpentier, la fusée est partie. Si on décolle pas avec, malheureusement, on va se retrouver largué. Et on sait que c'est une problématique en Europe d'être un peu toujours à la remorque des États-Unis. Voilà, c'est un peu ce qu'il faut retenir, on va dire, de cette émission spéciale IA qu'on a enregistrée ici à Sérimania. Merci de nous avoir suivis. Merci à Marie qui a géré le cadrage, les caméras, les lumières, tout le micro, le son de main de maître pendant ces 2 émissions à Sérimania. On va aller profiter un tout petit peu de l'ambiance lilloise avant de rentrer à Paris, mais ne vous inquiétez pas, on revient dès la semaine prochaine pour l'épisode suivant.